C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Honteux! De tous les Français, non, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se battre! et pas de faire le revoir. Allons enfants de l'art d'Asie, le jour de gloire est arrivé. Et par Saint-Georges, vive la cavalerie! Allons-y, soldats. Les cadets de Saumur, ce sont ces jeunes soldats, quelques centaines à peine, élèves officiers de l'école de cavalerie et du train de Saumur, qui ont refusé en juin 40 la défaite, le défaitisme de l'appel de Pétain à cesser le combat. Ils se sont battus à 1 contre 10 pour empêcher les armées allemandes de franchir la Loire. Leur combat fut d'une telle audace qu'il a donné à ces gamins de 20 ans une place d'honneur dans la grande aventure de la résistance française qui, d'une certaine manière, venait de commencer. C'est tout le mystère de cet épisode héroïque et méconnu. Quelles forces intérieures, quelles valeurs ont inspiré un tel héroïsme, alors que la majorité de l'armée française avait baissé les bras devant la fulgurante offensive de l'Allemagne. Après avoir pris Paris le 14 juin, les envahisseurs foncent vers le sud, mêlés souvent aux civils qui fuient devant eux. La guerre continue pourtant et le général Weygand, commandant en chef de l'armée française, a fixé un terme à l'invasion allemande, la Loire. Saumur se trouvant précisément sur l'axe de la progression ennemie, le commandement de la guerre dans ce secteur de la Loire confie à l'école de la cavalerie de Saumur, commandée par le colonel Michon, la défense de 40 km de fleuve, de Gênes à Montsoreau, avec ses 4 ponts stratégiques. Pourtant, le 15 juin, le colonel Michon reçoit depuis Paris l'ordre de faire partir toute l'école vers Montauban, où une caserne doit l'accueillir. Révolté par ces ordres contradictoires, le colonel Michon s'insurge et décide que seuls les éléments non combattants déménageront. Les élèves, qui n'attendent que ça, vont pouvoir se battre. Le 15 juin, le colonel Michon, commandant l'école de cavalerie, nous a tous réunis, les 550 EAR de cavalerie et les 250 EAR du train. Il nous a réunis dans la grande cour de l'école, en présence de l'étendard, et nous a dit « on nous demande de combattre sur place pour sauver l'honneur de l'armée. Si vous êtes d'accord, vous le dites. » Tout le monde était d'accord, même les communistes. Le colonel Michon, commandant de l'école, est un héros de la guerre de 14-18 qui a été rappelé de sa retraite pour diriger en octobre 1939 cette école, dont il est lui-même sorti. C'est un cavalier qui s'est engagé dans l'infanterie pour combattre à Verdun. Il en sort invalide à 70% et auréolé de gloire. Pour commander l'école, il s'entoure en 1940 d'officiers brillants, rappelés du front pour devenir instructeurs. Tous ces officiers valeureux regrettent d'avoir quitté le champ de bataille. Et voici que la guerre soudain se rapproche d'eux. Ils vont pouvoir en découdre à nouveau avec les Allemands. Le 15 juin, le colonel Michon expose aux élèves le plan de leur répartition en brigades de guerre de 30 hommes. 5 brigades forment un escadron, ou un groupe, qui reçoit un secteur à défendre. Soit un des 4 ponts, soit un certain nombre de kilomètres de rivage le long de la Loire.
D'autres escadrons sont postés sur les falaises en appui. Galvanisés par leur chef, les élèves officiers dès le 16 commencent à rejoindre leur position. Comme en témoignent les dessins de Geoffroy de Navacelle, qui a participé à ces opérations. Ils partent la fleur au fusil, prêts à se sacrifier comme leurs aînés. Convaincus que la Loire sera en 40 ce que la Marne a été en 14, en 18, un mur infranchissable pour l'ennemi, fût-ce au prix de lourdes pertes. Mais le maire de Saumur n'est pas d'accord. Le 17, après le discours de Pétain, Robert Ami, soucieux de préserver sa population et ses monuments historiques, réclame pour sa cité le statut de ville ouverte, c'est-à-dire soustraite au combat. Il plaide sa cause auprès du colonel Michon, qui lui répond fièrement « Pas question, Saumur n'est pas une ville comme les autres, c'est la ville de la cavalerie. Par tradition et pour l'honneur, Saumur doit se battre. » Pour les Allemands aussi, qui approchent à grande vitesse de Saumur, cette ville n'est pas comme les autres. Le général Kurt Felt, à la tête de la première division de cavalerie allemande, a demandé à prendre Saumur. La plupart des officiers de cette division connaissent bien cette ville, où ils sont venus dans les années 30 disputer des concours hippiques. Ils rêvent de mettre la main sur les superbes montures du Cadre Noir. Ils ne savent pas que ces chevaux d'élite sont en route pour Montauban, afin qu'ils ne soient pas faits prisonniers par l'ennemi. Durant 3 jours, les 16, 17 et 18 juin, chaque brigade établit ses postes de combat le long de la Loire, en rase campagne ou aux abords des ponts. Saumur, avec son île et ses 2 ponts, mobilise un grand nombre de combattants. La rive sud et le pont Cessart ont été confiés à la brigade Perrin. Face à la rive nord et près du pont Napoléon, veille la brigade du lieutenant Gérard de Buffévent. C'est lui qui, dans la nuit du 18 au 19, peu après minuit, voit surgir, annoncé par un grondement métallique lourd de menaces, un premier détachement blindé de la cavalerie allemande. De Buffévent a fait placer sur le pont Napoléon, pont nord de Saumur, un canon anti-char de 25 mm encadré par 2 mitrailleuses. Feu! Le canon de 25 crache, les 2 mitrailleuses arrosent. 5 minutes plus tard, les Allemands comptent leurs pertes. 7 chars détruits, 2 autos blindés en flammes, une dizaine de motocyclistes abattus. Première victoire. Mais on sait bien qu'ils vont revenir. À 0h15, le 19 juin, de Buffévent donne l'ordre de faire sauter le pont Napoléon. Ils ne pourront plus passer, ces salauds. À 1 kilomètre en amont de Saumur, le pont de chemin de fer est gardé par 2 brigades. Une de la cavalerie, une du train. Ma brigade a eu pour mission d'aller sur la sortie sud du tunnel du pont de chemin de fer pour éviter qu'il y ait des parachutistes qui puissent venir par derrière. Nous n'avions été munis que de 2 fusils mitrailleurs
qui, quand on a essayé de les faire marcher, en tant qu'arrêt-métier, j'ai regardé, les biellettes étaient tellement usées que c'était pas la peine de chercher à les utiliser, on n'aurait tiré aucune cartouche. Nous avions d'ailleurs un nombre de cartouches relativement restreint. À 3 heures du matin, le pont de chemin de fer de Saumur saute. Plus à l'est, d'autres cadets veillent sur le pont de Montsoreau. Notre peloton était à Montsoreau même, dans la colline. C'était notre brigade, la 9e brigade du lieutenant Trastour. Le lieutenant était dans les cavernes à mi-hauteur et la mitrailleuse était sur la colline tout à fait en haut et on dominait tout la Loire de gauche à droite. Toute la journée du 18 juin, c'est l'attente. Les Allemands ont été repérés à moins de 50 km. Quand la nuit tombe, le roulement des chars se rapproche et fait monter d'un cran l'anxiété. Comme à Saumur, c'est peu après minuit, le 19 juin, que le premier contact a lieu avec les Allemands. Ils se sont présentés à l'entrée du pont sur la rive droite. Une fusillade éclate. Les ennemis sont repoussés. C'est Francis Delesalle qui est chargé par le lieutenant Trastour de les harceler. Avec mon camarade Dodifré Paquier, nous étions en avant-poste pour prendre le contact avec l'envahisseur sur la rive droite de la Loire, puisque nous étions cyclistes dans une brigade de cavaliers, mais les cavaliers étaient à pied. Et comment nous l'avons fait? En lançant une grenade dans les pieds de l'envahisseur. À 2 heures du matin, le pont de Montsoreau, aux arlures si semblables à celles du pont de chemin de fer, s'est effondré dans la Loire, miné par le génie. Le pont a sauté, mais nous étions toujours sur la rive droite. Donc nous avons lancé la moto dans la Loire, puis nous avons traversé le bras de la Loire à la nage. Les combats ont été durs, mais très rapides, puisque les Allemands ont considéré qu'ils ne devaient pas nous attaquer de front par le pont, mais nous ont encerclés. Et nous nous trouvions donc le surlendemain encerclés par les troupes qui étaient passées à droite et à gauche du pont, à 300-400 mètres du pont. Les Allemands ne s'acharnent pas sur Montsoreau. C'est Saumur qu'ils veulent faire plier. « 19 juin, 6 heures, l'aube pointe sur Saumur. Une tentative allemande de parlementer ayant échoué, les Français tirant sur le drapeau blanc considéré comme une ruse, le général Felt ordonne, en représailles, de bombarder la ville sans relâche. Toute la journée, l'artillerie allemande pilonne Saumur et ses environs. Les obus détruisent de nombreux bâtiments. Le couvent de Notre-Dame des Ardillers s'effondre. Seule l'école de cavalerie est épargnée, les Allemands ayant l'intention d'y établir leur quartier. Dans l'après-midi, une vague d'avions survole la ville à basse altitude et lâche des bombes incendiaires.
Les victimes civiles se comptent par dizaines. Toute la journée du 19 juin, à Saumur, les cadets se défendent à coups de mortier, en changeant leurs tubes de place aussi souvent que possible. Des blindés, commandés par le capitaine d'Anglejean, s'avancent le long de la Loire pour pilonner les positions allemandes au-delà de la portée des mortiers. À 19h35, le génie fait sauter le pont Cessart. C'est le pont sud de Saumur. La nuit tombe sur un champ de ruines. Mais les Allemands restent toujours bloqués de l'autre côté de la Loire. C'est en début d'après-midi, le 19 juin, vers 14h30, qu'un détachement de la 1re division d'infanterie allemande se présente aux abords de la ville des Rosiers, sur la rive nord de la Loire. Sur la rive sud, les Français les attendent de pied ferme dans leur nid de mitrailleuses. De part et d'autre de la Loire, la ville de Gênes et la ville des Rosiers se font face. Le double pont qui les relie traverse une île, comme à Saumur. Le lieutenant Bonin et sa brigade sont installés à Gênes, sur la rive sud dominée par le clocher de Sainte-Eusèbe. Du haut de l'église, ils surveillent la rive nord et voient arriver une escouade de véhicules blindés et des transports de troupes. La première chose qu'ils ont fait, c'est de monter dans le clocher de l'église des Rosiers qui domine toute la région. Et nous, de l'autre côté de la Loire, nous les avons aperçus en train de se déplacer dans cet observatoire. On a déclenché immédiatement un tir de mitrailleuse. Les Allemands ont commencé à nous tirer dessus, au canon d'abord, et à la mitrailleuse ensuite. C'est de cette île, placée sous le commandement du lieutenant Desplat, que le jeune Moreau de Bélin a tiré sur le clocher des Rosiers. Engagé à 17 ans, il est le plus jeune des élèves officiers. Jacques Desplat, Saint-Cyrien, sorti major de Saumur en 1938, brillant officier ayant combattu sur le front des Ardennes, avant d'avoir été appelé à l'école de cavalerie comme instructeur, a placé 2 groupes de tireurs de chaque côté de l'entrée du pont des Rosiers. Et il a disséminé le long de la rive le reste de ses cavaliers et les quelques tirailleurs algériens qu'il a reçus en appoint. À 16h, Desplat ordonne la destruction du pont Nord. Le pont Sud saute à 19h35, laissant la brigade Desplat isolée sur l'île. Desplat, très vite, doit faire face à une tentative de débarquement sur la partie nord-ouest de l'île. Beaufort, Cotin, et je ne sais plus qui encore, ont contre-attaqué sur le bras de Loire sur lequel avait eu la tentative de débarquement et ont repoussé les premières barques qui essayaient de s'approcher de nous. Toute la nuit, les échanges de tirs entre Allemands et Français provoquent la destruction de plusieurs bâtiments dans les villes des Rosiers et de Gênes. Le château flambe et éclaire de ses flammes tout le paysage. Près de l'entrée du pont de Gênes, l'auberge des Dames Barreau, où aimaient festoyer les élèves en temps ordinaire, est touchée. Les Français n'ont que quelques mitrailleuses, fusils mitrailleurs et mousquetons à opposer à ce déluge.
Mais le lieutenant Desplats ne baisse pas les bras. Il stimule ses élèves par des paroles nobles. On fait une bonne fois le sacrifice de sa vie. Après cela, on est un bon soldat. Sachez que je suis content de vous, très content. Vous vous battez comme des lions. Nous allons tenir jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour que vive la France. Pendant ce temps à Saumur, la brigade de Buffet-Vent, positionnée sur l'île Au Phare, entre deux ponts éventrés, se trouve dès le soir du 19 juin coupée elle aussi de tout lien avec les autres brigades. Analysant la situation, le lieutenant de Buffet-Vent en arrive à la conclusion qu'avec si peu de combattants, il ne tiendra plus longtemps un territoire aussi vaste. Et il envisage un repli tactique pour être plus efficace. Il envoie un messager au colonel Michon pour proposer que ses hommes se replient sur la rive gauche et rejoignent ceux du lieutenant Perrin. Le colonel Michon fait répondre au lieutenant de Buffet-Vent qu'il ne saurait être question pour quiconque de reculer. L'ordre est de se faire tuer sur place. Vexé par ce refus entaché d'une accusation implicite de lâcheté, le lieutenant de Buffet-Vent décide, pour prouver sa bravoure, de répondre par un geste de panache dans la pure tradition de la cavalerie. Partir en expédition sur la rive nord de la Loire pour tuer, faire taire des canons allemands. À 4 heures du matin, le 20 juin, avec quelques élèves, ils passent la Loire en barque. Après avoir rencontré un motard allemand qui dérape devant eux et s'enfuit en abandonnant sa moto, le lieutenant de Buffet-Vent incendie le véhicule. Puis il s'enfonce dans la nuit avec ses soldats. Ils rencontreront vite des ennemis et tomberont sous leurs tirs. Ne voyant pas revenir le lieutenant de Buffet-Vent de son expédition, ses hommes, après avoir roulé le drapeau, passent la Loire à la nage et sont intégrés à la brigade Perrin, sur la rive sud. Voici le drapeau qui flottait sur le poste de commandement du lieutenant Gérard de Buffet-Vent sur l'île Au Phare, entre les deux rives de la Loire à Saumur, durant les combats de juin 40. Ce drapeau porte les stigmates des combats durant lesquels le lieutenant Gérard de Buffet-Vent va trouver la mort. Durant la nuit du 19 au 20 juin, l'intensité des bombardements sur Gênes ne faiblit pas. Placée en appui sur le plateau, la brigade motocycliste du lieutenant de Galbert descend dans la nuit au bord de la Loire à la sortie est de Gênes. Elle vient renforcer le dispositif qui tente d'empêcher les assaillants de débarquer. Vers minuit, le lieutenant Desplats est complètement essoufflé, est apparu dans l'entrée de l'abri de notre mitrailleuse et nous a dit « J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de débarquer sur la partie est de l'île qui se trouve là-bas et où il n'y a aucune défense. » Alors nous sommes partis en emmenant les pièces et nous allons les mettre en batterie dans le sable, sur la plage, face à la zone d'où on pensait que les Allemands allaient arriver. L'opération s'effectue sous un déluge de feu. Aux tirs de canons allemands, les Français ne peuvent répondre que par des tirs d'armes légères. La brigade Desplats disposait bien de 2 mortiers, mais l'un n'avait pas de percuteur et l'autre était aux mains de combattants qui ne savaient pas s'en servir. De l'autre côté de la Loire, au Rosier, des renforts ne cessent d'arriver. Il y a même un canon de 150 qui entre dans la danse.
Au petit matin du 20, le clocher de Sainte-Eusèbe est décapité par un obus. Et les Allemands réussissent à prendre pied sur la partie ouest de l'île. Les Français résistent héroïquement. Certains sont tués au moment où ils tirent leur dernière balle. Le tirailleur Dachir meurt en s'écriant « Je n'ai pas reculé ». D'autres combattants, n'ayant plus de munitions depuis longtemps, et après avoir jeté leurs armes dans la Loire, se laissent faire prisonniers, non sans réagir avec une certaine insolence. Quand on leur crie « haut les mains », ils gardent les mains dans leurs poches. En termes militaires, quand on lève les mains, on se rend. Là, ne levant pas les mains, on avait l'impression de se dire qu'on ne se rendait pas. C'est très subtil, mais enfin, c'est un peu comme ça qu'on le concevait. Le lieutenant Desplat, qui s'est avancé seul en reconnaissance, est touché par un éclat d'obus. S'étant abrité sous un arbre pour se faire un pansement, il est atteint mortellement par une balle perdue. Retrouvé le lendemain, il sera enterré sur place, en présence d'officiers allemands qui lui rendront les honneurs. Un peu plus tard dans la matinée, à Gênes, alors qu'il est en train de recenser les dégâts causés par les bombardements, le lieutenant Bonin est assassiné à bout portant par un homme à qui il avait demandé à boire. C'était un espion allemand qui se faisait passer pour un réfugié belge. Des unités de blindés allemands ayant franchi la Loire à Nantes et à Angers tentent d'encercler les blindés français des escadrons Foltz et Marsloff venus en appui des défenseurs de Gênes. Mais les Français réussissent à dégager vers le sud. C'est un de ces blindés allemands que rencontre Jean Zimmermann, porteur d'un message tardif du colonel Michon au lieutenant Desplat. Le colonel m'a demandé d'aller de toute urgence à Gênes pour voir le lieutenant Desplat pour qu'il fasse sauter le pont. Alors je suis parti avec mon camarade, on ne voyait pas trop d'Allemands, et au dernier virage avant d'arriver au pont de Gênes, j'ai trouvé un nana avec un char allemand qui m'a tiré dessus. Alors ce sont eux qui m'ont ramassé, et j'ai fait signe à mon copain de foncer. Et c'est lui qui a pu continuer à foncer pour voir des plans où ils ont fait sauter le pont 10 minutes après, quoi. Un ordre de faire sauter un pont qui a déjà sauté il y a au moins un jour témoigne de la grande désorganisation des communications entre le colonel Michon et ses diverses forces. Au contraire des Allemands qui, eux, restent très organisés. À l'est de Saumur, à l'aube du 20 juin, plusieurs tentatives allemandes de franchir la Loire en canot sont repoussées. Mais dans la matinée, des embarcations allemandes réussissent la traversée et débarquent au niveau de Dampierre. La brigade Noirtin est submergée, la brigade de Lallance prise à revers. De plus en plus d'envahisseurs prennent pied sur le plateau de Champigny, où plusieurs brigades françaises les attendent, disséminées au milieu des vignes. Pendant ce temps, à Saumur, les échanges de tirs s'intensifient de part et d'autre de la Loire. 25 droite 25 droite Plus 2 On se régler Prêt Envoyez Répétez Prêt Envoyez Retard La même tir de neutralisation. La même tir de neutralisation, la même On se régler. Allez, envoyez Munitions Mais bientôt les Français n'ont plus de munitions.
C'est sur ce terrain plat de vignes et de champs de blé que va se dérouler une bataille de grande ampleur, mettant aux prises un nombre considérable de combattants, mêlant avions, chars et infanterie. Bataille où l'agent de liaison et dessinateur, Geoffroy de Navacelle, a joué un rôle capital avec sa petite moto, sillonnant le plateau pour porter des messages entre les diverses brigades et le quartier général. Ça, c'est la moto. Elle a été réputée, connue parmi les combattants, et parce que elle n'était pas comme les autres, d'abord, elle était toute petite, et d'autre part, j'avais un échappement libre qui me permettait de gagner 10 km/h, et quand je passais, on savait, ah ça c'est Navacelle. Ah, ça, c'était le type de bataille que nous avons eu avec les Allemands. Et c'était au milieu des vignes, tout ça sur les vignes. Et j'ai beaucoup dessiné jusqu'à la guerre. J'ai fait des croquis quand j'avais le temps, mais j'avais très peu le temps, justement. Et les dessins, je l'ai fait après coup, et aussi quand nous avons été prisonniers. La bataille se concentre sur la ferme d'Aunis, où s'est établie la compagnie du capitaine de Saint-Blanca, avec ses 4 brigades, de la ferme d'Aunis, une dedans et 3 autour. Et c'est une brigade qui cherche à rentrer dans la ferme et à dégager la ferme qui était cernée par les Allemands. Dès qu'ils bougeaient, ils étaient canardés. Ayant identifié la ferme d'Aunis comme étant le poste de commandement de toutes les forces françaises du plateau, les Allemands font converger vers cet objectif toutes les troupes qui ont réussi à passer la Loire. À l'intérieur de la ferme, le capitaine de Saint-Blanca, après les vagues de bombardements aériens, voit approcher de son PC des fantassins de plus en plus menaçants. Tout autour, dans les vignes, les combattants de la brigade Favitsky, de la brigade Gand et de la brigade Saint-Paul conjuguent leurs efforts pour enrayer la progression de l'ennemi. On nous a dit, vous mettez 20 mètres d'intervalle pour que le même obus ne tue pas 2 en même temps. Vous mettez là-bas dans les rangs de vignes, vous attendez dans les rangs de vignes, il y a une prairie où il y a 2 mitrailleuses allemands qui tirent dessus, vous feriez descendre à tous les coups, vous attendez là, il faudra bondir à un moment donné, on vous donnera le signal pour bondir. Le signal n'est jamais venu, on n'a jamais bondi. On a subi les bombardements sans arrêt et les avions. Il y avait 4 avions Stuka qui faisaient un bruit épouvantable pour nous effrayer. Ils fonçaient sur nous. On avait qu'un mousqueton. On essayait de tirer sur les avions. On tirait sur les quelques Allemands qu'on voyait au loin, mais ils étaient à 200 mètres. On ne pouvait pas grand-chose. Malgré leurs moyens restreints, les Français se battent avec acharnement. Vers midi, des renforts leur arrivent par l'Est. Ce sont les élèves officiers de l'école d'infanterie de Saint-Mexan, commandés par le capitaine Bleuze. Ils participent à une contre-attaque menée par les blindés du capitaine Denechez et du lieutenant Pitiot, qui va périr brûlé dans son char atteint par un obus ennemi. Mais les Allemands ont la capacité d'amener sur le terrain des renforts plus nombreux encore, et apparemment inépuisables.
À 15 heures, le capitaine de Saint-Blanca, constatant l'impossibilité de tenir, ordonne un repli. Les combattants s'échappent par l'arrière de la ferme, laissant à regret derrière eux des blessés intransportables. Aidés par les bombardements de l'aviation, les envahisseurs parviennent à investir la ferme d'Aunis vers 16 heures. Pénétrant dans cette cour quasi déserte, les Allemands ont la surprise de trouver un véritable hôpital de campagne installé dans les caves. Et ils apprennent avec stupeur, de la bouche des blessés, que leurs adversaires n'étaient qu'une quarantaine. « Pas plus !» s'exclame un officier. « Franzose Kadetten, grands soldats. » C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a eu ce nom de cadet de Saumur. C'est les Allemands qui ont donné. Et ça, évacuation de la ferme. Alors, voilà les Allemands, et voilà les Français avec un sidecar qui ne veut pas démarrer. À 19 h en cette soirée du 20 juin, 3 heures après que les combattants se soient retirés de la ferme d'Aunis, un ordre de décrochage général parvient aux brigades qui tentent encore sur le plateau de tenir tête aux envahisseurs. Cet ordre émane du général Pichon, qui commande le secteur d'Angers à Tours. Constatant la progression fulgurante des ennemis, il décrète en début d'après-midi la cessation des combats sur tout le front. Soucieux, dit-il, de ne pas faire massacrer inutilement l'élite de la jeune cavalerie dont la France aura tant besoin après-guerre. Ayant pris connaissance de cet ordre, le colonel Michon regimbe pendant 2 heures. Déniant le rapport des forces, il veut continuer à se battre. « Nous tenons héroïquement. Nous nous ferons tous tuer sur place », répète-t-il, ne voyant d'autre issue à la situation que d'entraîner vers une mort certaine tous ses élèves officiers. C'est son second, le commandant Lemoine, qui réussit à le convaincre de transmettre cet ordre aux brigades. Tout en tirant leurs dernières cartouches, les brigades les unes après les autres se replient et quittent le plateau de Champigny. L'ordre avait été donné de se replier. Depuis Aunis, le lieutenant Saint-Paul croyait avoir perdu 4 gars. Il pleurait. Fawinski a dirigé la retraite des 2 brigades, Saint-Paul et Fawinski. Les Allemands sont partout. Il va falloir se rendre. Saumur encerclé, toutes ses défenses ayant été vaincues les unes après les autres, voit arriver dès le matin du 21 juin les premiers occupants. Ils fêtent leur victoire au champagne, tandis que les habitants pleurent au milieu des ruines. On voulait aller continuer la lutte, nous. Et dans la nuit, tous coincés dans 2 camions puis une voiture civile qu'on avait pris. On est arrivé à Lernay, dans un château qui s'appelait Chavigny. Et monsieur de Chavigny était là, qui nous a bien reçus. Sur le matin, vers 6 heures, le 22 juin, le colonel Michon nous a dit, je suis l'âme de l'école. L'âme de l'école ne veut pas mourir. Je dois sauver l'étendard. Je pars avec l'étendard et un petit groupe. Je demande au commandant de prendre le commandement. Vous serez sans doute prisonnier. Il y a eu une sorte de révolte de la part des élèves qui disaient pourquoi le colonel Foulcan il nous laisse derrière les Allemands. Alors que le colonel Michon gagne Montauban dans une voiture blindée du capitaine de Neuchèze, tous les cadets qui ne se sont pas enfuis pendant la nuit se constituent prisonniers le matin du 22 juin.
Alors, les officiers français et les officiers allemands se sont parlé. Il a fallu une reddition suivant les règles de la guerre. Et on nous a demandé de nous rendre brigade par brigade au pas cadencé jusque devant les officiers allemands. Mais il y avait quand même 2 mitrailleuses allemandes, une à gauche, une à droite, qui étaient en batterie au cas où on aurait pu se révolter. Il y avait une compagnie allemande qui nous présentait les armes, du début jusqu'à la fin. Ils nous rendaient les honneurs, ils reconnaissaient que nous avions été braves. Le général von Feld, nous devons le remercier pour sa clémence. Il avait 2 fils officiers. L'un avait été tué en 1939 dans la campagne de Pologne et le second avait été tué à Dunkerque en juin, le même mois. Alors il s'est dit, je ne peux pas laisser toute cette jeunesse être prisonnière. Il a eu pitié. Il a réuni nos officiers et nous a dit, je vous donne 2 jours pour rejoindre à 95 km à Loches, au Beaulieu-sur-Loche à côté, sur l'autre côté de l'Indre, vous serez en France libre. Alors, quand nous avons défilé, avant de traverser le pont entre Loches et Beaulieu, au pas cadencé, en chantant la Madelon, et applaudi par les gens de Loches, il y avait une compagnie allemande, à droite et à gauche, qui nous présentait les armes. Tous ces jeunes soldats qui se sont battus à 1 contre 10 avec des armes inadaptées, des munitions insuffisantes et des moyens de communication désastreux, ont tout de suite été considérés comme des héros dans une France refusant d'accepter la défaite de 1940 comme un destin inéluctable. Aux côtés des 800 élèves officiers de l'école de cavalerie et du train, participèrent au combat 1400 éléments venant d'armes diverses. Génies, tirailleurs algériens, infanterie, blindés. Face aux Allemands qui alignaient 20 000 fantassins et cavaliers, ils furent nombreux à risquer leur vie et près de 100 à la perdre. Les Allemands, eux, avoueront 130 morts. En parcourant la campagne autour de Saumur, on rencontre souvent des monuments qui célèbrent les noms de ces glorieux soldats. Alain Jehan, mort pour la France. Berger Étienne, mort pour la France. Bondeau Paul, mort pour la France. Compan André, mort pour la France. Cousin Pierre, mort pour la France. Duguay Gilles, mort pour la France. Duramois René, mort pour la France. Le Chat Honoré. Le général Requin, qui avait commandé l'armée de Paris, nous a dit que notre résistance avait permis de sauver l'armée de Paris qui se réfugiait comme il pouvait et que les Allemands n'ont pas pu rattraper. Au moins une armée, combien d'hommes, je ne sais pas, qui n'ont pas été faites prisonnières. Et là, on a dit, au moins nos morts ne sont pas morts pour rien. La question est bien là. À quoi a servi finalement le sacrifice de ces jeunes héros? Et à quoi leur exemple peut-il encore servir aujourd'hui?
Transformant une défaite militaire en victoire morale, tous les récits insistent sur le courage, l'abnégation, le sacrifice des jeunes combattants. Hier, l'épopée des cadets de Saumur venait à point nommé pour effacer les images honteuses des files de prisonniers, de la déroute de Dunkerque, de la prise de Strasbourg, de la reprise symbolique de Verdun et de la progression fulgurante des Allemands vers Paris, puis la Loire. Résistants spontanés, les cadets incarnent une France debout, moralement réarmée, une France combattante qui finira par gagner cette guerre en répondant à l'appel à reprendre les armes lancé par le général de Gaulle à Londres. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, s'engageront dans les maquis et les armées de libération. Et c'est pour les mêmes raisons morales et symboliques qu'ils continuent aujourd'hui à faire l'objet d'une célébration officielle. Nous sommes au musée des blindés, musée général Étienne, du nom du père de l'arme blindée française pendant la Première Guerre mondiale, avec un espace réservé au combat des cadets de Saumur entre le 19 et le 21 juin 1940. D'un point de vue purement militaire, ce combat a permis de retarder dans le secteur des cadets de Saumur, c'est-à-dire entre le Thouet et Candé, environ 40 km, retarder les Allemands de 48 heures. D'un point de vue tactique, ces combats n'ont pas servi à grand-chose, puisque dès le 20, les Allemands avaient franchi la Loire à Angers, et dans la journée du 21, ils étaient déjà à Cholet. Donc c'est un combat retardateur qui a permis effectivement de fixer une partie des troupes allemandes, mais qui n'a absolument pas changé le combat. On est plus dans le côté moral, glorieux, voire du panache, que dans l'efficacité militaire. Une des vitrines les plus importantes du musée, celle consacrée à la bataille des cadets de Saumur. Dans cette vitrine, vous trouvez des reliques, notamment la grande tenue modèle 31 du lieutenant Desplat. Cette tenue 31, c'est une tenue qui était portée lors des soirées et qui avait été instaurée en 1931. Et c'est de là d'ailleurs que vient l'expression « se mettre sur son 31 ». Le casque que portait le lieutenant Desplat quand il a été tué à Gênes. Une vitrine qui a un rôle central, puisqu'elle permet, pour les officiers encore aujourd'hui qui viennent dans ce musée, de comprendre l'importance attachée au combat des cadets. Ainsi, l'épopée des cadets de juin 40 prend ici son sens le plus profond, en s'inscrivant dans une longue lignée d'actions valeureuses de la cavalerie. La cavalerie est une arme d'élite, une arme d'audace, une arme qui va au contact et qui va toujours de l'avant. L'esprit cavalier découle directement de l'esprit de la chevalerie d'Ancien Régime et en 1940, cet esprit anime tous les cadets. C'est un esprit qu'ils connaissent, c'est un esprit qu'ils sentent, c'est un esprit issu de leur éducation également. Chaque brigade a visité le musée avec le colonel Michon, commandant de l'école, et il est primordial de souligner cet aspect afin de bien comprendre quel fut l'engagement jusqu'au sacrifice total de ces jeunes gens de 20 ans qui n'ont pas hésité à aller jusqu'au bout sous les ordres donc d'un chef emblématique. Et aujourd'hui, la gloire des cadets de Saumur est consacrée par Paris. Un pont de la capitale vient de leur être dédié. Entre le pont de Bir Hakeim et celui de Garigliano, deux victoires militaires décisives dans la lutte contre les nazis,
le pont des cadets de Saumur rappelle que les victoires morales ne sont pas moins importantes pour retrouver la liberté. Le général Waldfeld a écrit « En un mois, on a traversé la Belgique et la France sans trop de dégâts. Et à Saumur, on s'est fait arrêter par des gamins. Les gamins, c'était nous, les cadets de Saumur.